Commençons par le discours devant la session conjointe Donald Trump hier soir. C'est essentiellement l'état de l'Union. Certaines personnes disent que cela ressemble plus à un discours de campagne. Qu'en pensez-vous? Quels sont les éléments qui se démarquent? C'était un discours de campagne et c'était un discours sur l'état de l'Union. Et c'était les deux à la fois. C'était en fait à certains égards un discours très intéressant parce qu'il exposait très clairement quelles sont les priorités personnelles de Donald Trump. Et elles étaient intéressantes. Encore une fois, avec Donald Trump, il faut séparer beaucoup du langage d'auto-éloge, de vantardise et de fanfaronnade. Ce que je veux dire, beaucoup de gens trouvent très agaçant. Et peut-être que sous certains aspects, c'est agaçant. Mais il faut aller au-delà de cela. Et regarder en fait ce qui était intéressant pour moi. Où se situait le poids du discours? Et il se situait de manière écrasante sur les questions intérieures. Vous avez une conception très claire de l'endroit où se trouve, je pense, la vision de Donald Trump, comme le genre d'Amérique qu'il veut créer. Je ne dis pas que c'est une vision réalisable d'ailleurs, mais en tout cas, il veut essentiellement revenir à une image idéalisée de l'Amérique de la fin du 19e siècle, mais avec une technologie florissante. Il veut la technologie, et il veut les structures sociales et économiques de l'Amérique de la fin du 19e siècle. Il semble s'être convaincu que c'est la meilleure et la plus optimale période de l'histoire américaine. Mais sur la politique étrangère, il a dit très peu de choses. Et il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué. À propos de la Chine, il n'a pratiquement rien dit. Et encore une fois, un contraste très intéressant avec Joe Biden. Vous vous souvenez de Joe Biden entrant au Congrès, étant très impoli envers la Chine, très impoli envers Xi Jinping. Je veux dire terriblement impoli envers Xi Jinping. Nous n'avons rien eu de tel de la part de Trump hier. Et c'est vraiment un changement rafraîchissant et un signe positif. Il n'a rien dit non plus sur l'Iran, j'ai remarqué, qui est l'autre sorte de bête noire pour ses partisans. Je ne pense pas qu'il ait mentionné l'Iran. Il a mentionné le Moyen-Orient, mais il était très mesuré sur la politique étrangère. Il a dit un peu sur l'Ukraine et la Russie, mais pas beaucoup. C'était principalement axé sur ce monde merveilleux que l'Amérique avait autrefois et qu'il veut recréer. La façon dont il le présente, c'est une grande vision pour l'avenir de l'Amérique. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens remarquent que c'est aussi beaucoup un monde d'un passé idéalisé, mais un passé idéalisé mis à jour d'une certaine manière. C'est un étrange mélange d'histoire romantique et de science-fiction. Juste comme ça. C'est intéressant parce que c'est un long discours. Il disait que c'est probablement le plus long de l'histoire moderne, vous savez, plus d'1 heure et demie. Donc c'est un long discours, mais comme vous l'avez dit, il y a très peu de choses mentionnées. Une chose que je dois dire, où que Trump apparaisse, il y a toujours du drame, n'est-ce pas? Ils ont expulsé l'un des membres du Congrès, Al Green, qui était impoli, mais il n'est pas le seul. Je veux dire, auparavant, il y a toujours quelqu'un qui se démarque et parle fort et très impoliment, mais ils n'ont jamais été expulsés. Mais il a été expulsé, donc c'était assez intéressant. Oh, absolument. Performance. Toujours des performances. Toujours du théâtre avec Trump. Je veux dire, souvenez-vous de la fois lors du premier mandat où Nancy Pelosi a déchiré son discours derrière lui et des choses de ce genre. À mon avis, cela joue en sa faveur. Tout ce théâtre ramène finalement l'intérêt sur lui, ce qui est, bien sûr, là où il veut que ce soit. C'est étrange que les gens ne comprennent pas cela. Mais bon, je vous ai interrompu. Non, non. C'est juste que la réaction des démocrates est toujours intéressante parce qu'ils n'ont pas applaudi avec les républicains du tout.
Il semble que même avec George W. Bush, qui a menti au monde sur les armes de destruction massive pour entraîner les États-Unis dans la guerre, même avec lui, de nombreuses fois les démocrates se seraient levés et auraient applaudi. Mais leur haine envers Trump, il semble juste que rien. Nous n'avons rien vu de tel que cette haine envers Trump. C'est stupéfiant pour moi. Je veux dire, je ne peux toujours pas vraiment comprendre, mais quand je le vois, ça me rappelle toujours à quel point il déteste Trump, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Vous voulez critiquer Trump? Faites-le. Il y a énormément de choses à critiquer. Je le fais. Nous le faisons. Beaucoup de choses à dire. Je veux dire, je viens de faire des critiques à son égard. J'ai dit que son image est un mélange de romantisme et de science-fiction mélangés ensemble. Je veux dire, c'est ce que je pense de son discours. Mais le détester, je veux dire, c'est absolument désastreux. Et ça les ronge. Cela leur rend impossible de s'opposer à lui efficacement parce que leurs émotions, leurs sentiments viscéraux s'interposent constamment. Oui, d'accord. Le peu qu'il a dit sur le Mexique, la Chine et le Canada concerne les tarifs, n'est-ce pas? Donc, le tarif qu'il a mis en place a commencé, je pense, lundi, ce qui a vraiment effrayé le marché boursier. Ainsi, le marché boursier a baissé pendant quelques jours de manière assez significative, principalement à cause de cela. Mais je pense que le dernier point que le commerce ou le Trésor disait, c'est qu'ils peuvent rencontrer ces pays à mi-chemin. J'ai lu ça quelque part. Donc, la raison pour laquelle je pense que le marché a réagi si fortement, c'est que tout le monde pensait qu'il utilisait cela uniquement comme une tactique de négociation. Mais maintenant, il s'avère qu'il irait réellement jusqu'au bout. Cela a effrayé le marché, mais il peut continuer à l'utiliser comme une tactique de négociation. Alors, pensez-vous que ce sera tout ou vont-ils continuer, peut-être reculer un peu avec les tarifs? Oui, je pense qu'ils vont probablement se retirer. Et je pense que nous aurons des négociations et toutes sortes de choses faites. Mais je pense qu'avec Donald Trump, nous devons accepter une réalité fondamentale, à savoir qu'il s'est convaincu que les tarifs douaniers sont une excellente chose et que c'est la voie à suivre pour l'Amérique. Alors que j'essayais d'obtenir le texte du dernier discours de Trump, Internet m'a montré le discours qu'il a prononcé devant le Congrès je pense que c'était en mars 2017. C'était très intéressant de comparer les deux parce qu'il parlait déjà de tarifs à l'époque. Il citait Lincoln sur l'importance des tarifs. Bien sûr, Lincoln vivait à une époque complètement différente, vous savez, les années 1860 et tout ça. Mais Trump est l'une de ces personnes qui a quelques idées et elles restent dans son esprit. Et il ne les lâche tout simplement pas. Il s'est persuadé que les tarifs sont la solution magique aux problèmes économiques de l'Amérique. Même s'il négocie et qu'il cède ici et qu'il change des choses là-bas, en fin de compte, il y reviendra toujours parce que, comme je l'ai dit, c'est sa solution. C'est ce qu'il croit qui va transformer l'Amérique de la manière dont il veut la transformer. Donc oui, je pense qu'il y a de la place pour des accords. Mais souvenez-vous, il y a 30 jours, quand il a d'abord imposé des tarifs sur le Mexique et le Canada, il les a ensuite annulés après environ un jour. Il a dit, vous savez, qu'ils avaient 30 jours pour régler les choses. Les 30 jours sont passés, et nous y voilà. Nous sommes de retour avec les tarifs. Donc, il va toujours faire cela à la fin. Et je pense que nous devons être prêts pour cela. Et je pense que la Chine, qui a évidemment un très bon intérêt dans la politique tarifaire américaine, doit aussi y penser et s'y préparer. L'autre chose que je dirais à propos des tarifs, c'est qu'il y a cette grande question de leur légalité ultime, parce que les tarifs sont une mesure de collecte de revenus. Et il y a un argument juridique solide selon lequel vous ne pouvez pas simplement les imposer par décret, comme le fait Trump. Vous avez besoin de l'autorisation du Congrès pour le faire. Maintenant,
Si vous avez regardé les scènes au Congrès hier, l'une des choses qui m'est apparue absolument clairement, c'est que le Parti républicain va faire tout ce que Trump veut qu'il fasse. Je veux dire, il se levait, l'acclamait et l'applaudissait. Et pour le moment, du moins, il a un contrôle total sur son parti. Je pense qu'à un certain niveau, ils ont même peur de lui. Je veux dire, je soupçonne qu'ils s'inquiètent que s'il s'oppose à eux, les sénateurs ou représentants individuels ont peu de chances d'être réélus. Donc, à un moment donné, il y a une réelle possibilité que ces tarifs soient convertis en loi à la suite d'une législation parce que les républicains ont des majorités dans les deux chambres et ils semblent le soutenir sur ce point. Donc, encore une fois, je pense que c'est quelque chose à laquelle la Chine doit réfléchir. Et évidemment, pas seulement la Chine, mais chaque pays. L'Allemagne devrait y penser aussi, d'ailleurs. Pas qu'il le fasse, mais c'est une autre histoire. Oui, il a également mentionné que le 3 avril, il a dit qu'il y aurait des tarifs réciproques avec d'autres pays, ce que beaucoup croient qu'il fait référence à l'Europe. Donc l'Europe est la prochaine, je suppose. Eh bien, vous parlez de la légalité des tarifs. Certaines personnes pensent que toute l'idée pour lui de le faire est de saper le Congrès parce que le Congrès contrôle les recettes fiscales. Les tarifs sont séparés. Certaines personnes interprètent non pas nécessairement que le Congrès doit ratifier une sorte de chose, mais que le Congrès ne peut tout simplement pas contrôler les tarifs. Donc, en ce sens, si, disons, il continue d'augmenter les tarifs au point qu'il peut avoir beaucoup d'argent à sa disposition, il n'a même pas autant besoin du Congrès parce que obtenir de l'argent du Congrès se fait par les impôts. Ensuite, il peut même demander une réduction d'impôts pour le peuple. Certaines personnes pensent que c'était son intention. N'est-ce pas intéressant? Oui, c'est très intéressant. Et je suis conscient de cet argument, et je peux voir d'où il vient. Si vous lisez le texte de la Constitution des États-Unis, je peux comprendre comment cet argument peut être formulé. Je ne suis pas moi-même convaincu par cela, mais, vous savez, j'accepte que ce soit le cas. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de poids dans cet argument, selon lequel Trump a eu beaucoup de problèmes avec le Congrès lors de son premier mandat, comme tous les présidents. Il a eu particulièrement des difficultés parce que toutes ces enquêtes ont été menées contre lui. Et vous savez, s'il peut contourner le Congrès de quelque manière que ce soit, il le fera. Et s'il s'est convaincu qu'il peut lever des fonds pour faire fonctionner le gouvernement sans le Congrès, et qu'il peut le faire par le biais des tarifs, c'est sans aucun doute une forte incitation pour lui. Mais je reviens à ce que je disais même en, je pense, mars 2017, il parlait de tarifs. Il parlait de tarifs même avant de devenir président. Donc je ne pense pas que ce soit la seule raison ou la raison principale. Et l'une des raisons pour lesquelles je dis que les gens doivent se méfier de Trump, qui pousse le Congrès à adopter des lois sur les tarifs, c'est que si vous connaissez le système politique américain, si de telles lois sont adoptées, c'est un véritable cauchemar de les abroger. Vous trouvez cela particulièrement difficile parce que toutes sortes d'intérêts particuliers commencent à bénéficier du fait qu'il y a des tarifs. Et ces tarifs pourraient alors commencer à devenir permanents. Ce n'est pas comme pendant la Seconde Guerre mondiale et Bretton Woods et tout cela, lorsque supprimer les tarifs était une chose populaire et facile à faire, parce que cela s'est produit dans le sillage d'une guerre victorieuse et à une époque où les États-Unis étaient incontestablement la plus grande économie mondiale. Aujourd'hui, l'ambiance est très différente. Et si les Américains s'engagent dans cette position, dans cette voie, il peut être très difficile de les faire changer d'avis. L'autre chose qu'il a mentionné, c'est la lettre de Zelensky, n'est-ce pas? Qu'il dit avoir reçu une lettre de Zelensky. Et c'est bien sûr tout le drame qu'il évoque avec Zelensky. Alors,
Quelle est votre conclusion de tout ce drame? J'ai l'impression, certainement, que je ne pense pas qu'aucun d'eux ne fasse semblant de jouer. Vous savez, il y a des rumeurs qui disent « Ok, ils font juste un spectacle ». Je pense que la frustration des deux côtés est réelle. Je pense que Trump, probablement, j'ai l'impression, est frustré même avant la réunion. Je pense que sa négociation avec les Russes ne s'est pas déroulée comme il le souhaitait, ne s'est pas déroulée aussi bien qu'il l'avait prévu. Et puis, il y avait une autre chose. Les Britanniques ont signé un accord avec l'Ukraine le 16 janvier, soit 4 jours avant son investiture. Et cela inclut également des accords sur les ressources naturelles. Ce n'est pas très détaillé, mais l'accord mentionne l'énergie verte et la protection de l'environnement, ce genre de choses. Donc je pense que pour lui, il doit se dire « D'accord, je vais être au pouvoir dans 4 jours. » Et vous signez un accord aussi important. Donc je pense que toutes ces choses rendent Trump frustré par toute la situation. Qu'en pensez-vous? Il est absolument frustré, et sa colère et sa frustration ont éclaté. Il est furieux contre les Britanniques. Je pense que les gens sous-estiment à Londres à quel point il est réellement en colère contre les Britanniques. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a actuellement une dispute en Grande-Bretagne, parce que Vance a prononcé un discours dans lequel il semblait se référer à la Grande-Bretagne comme à ce pays aléatoire, sans réelle importance. Vance nie qu'il s'agissait de la Grande-Bretagne, mais si vous regardez ses commentaires dans leur ensemble, c'était évidemment la Grande-Bretagne. Et je pense que Vance reflète les sentiments de Trump. Je pense que Trump est très en colère contre la Grande-Bretagne. Je pense qu'il se sent très trahi par ce traité que Starmer a conclu avec Zelensky, qui, comme vous l'avez justement dit, a pris les droits miniers. Gardez à l'esprit que nous savons qu'il y a des clauses secrètes dans ce traité, et je suis sûr que l'une d'elles concerne les droits miniers, et probablement de manière assez détaillée. Et Trump le saura, je veux dire. Trump a toutes les informations. Il sait ce qui est écrit là. Nous pouvons être sûrs qu'il le sait. Donc, il est furieux à ce sujet. Il est également furieux que Starmer soit allé complètement à l'encontre de ce que Trump lui-même disait, à savoir que l'Ukraine est sur une voie irréversible vers l'OTAN. Je veux dire, Trump est furieux à ce sujet, ce qui entrave ses tentatives de conclure des accords avec les Russes. Il découvre également, comme vous le dites à juste titre, que les Russes sont des négociateurs bien plus redoutables qu'ils ne l'avaient prévu. Je veux dire, vous vous souvenez que j'ai dit cela dans émission après émission. Vous ne pouvez pas simplement aller rencontrer les Russes et penser que vous pouvez les intimider, les bluffer ou les contourner. Je veux dire, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas comme ça que vous négociez avec les Russes. J'ai, vous savez, participé à des négociations avec des Russes, pas avec, vous savez, le gouvernement russe, mais c'était une expérience assez éprouvante. C'est toujours une expérience très productive, très éducative, très éprouvante. Tout ce que j'ai entendu sur les négociations avec le gouvernement russe, c'est qu'elles se déroulent dans ce style, mais à une échelle encore plus grande. Je veux dire, vous savez, vous ne pouvez pas faire ça. Mais je pense que par-dessus tout, sa frustration a éclaté avec Zelensky lui-même, parce qu'il a réalisé que Zelensky est peu fiable, qu'il est hypocrite, qu'il offre aux Américains la même chose qu'il a déjà vendue aux Britanniques, qu'il veut attirer les Américains à prendre des engagements militaires envers l'Ukraine, que les Américains ne veulent pas donner. Je veux dire, c'était de cela que portait la dispute dans le bureau ovale. Et je pense qu'un facteur contributif à tout cela est que, au cours des jours précédents, tant Macron que Starmer sont venus à Washington et ils travaillaient clairement Trump au nom de Zelensky, essayant de convaincre Trump de prendre ses engagements militaires et sécuritaires. Et bien sûr, les Américains sont au courant de tout cela. Ils savent exactement ce qui se passe. Mais Trump,
qui j'en suis sûr était très en colère à ce sujet au fond de lui, a manifestement fait tout son possible pour garder son calme. Il a fait semblant d'être ami avec eux, mais on pouvait sentir qu'il bouillait de colère. Je veux dire, cela s'est manifesté brièvement lors de sa rencontre avec Starmer, quand il a dit « Vous savez, à Starmer, pouvez-vous affronter les Russes tout seul ?» Mais je veux dire, les gens n'ont pas réalisé que Trump, disant cela à nouveau, est un éclair de ce qu'il pense vraiment. Puis Zelensky se présente. Il essaye de faire exactement la même chose que Starmer et Macron. Il le fait de manière beaucoup plus grossière, beaucoup plus impolie et plus arrogante. Il arrive vêtu de ce costume ridicule qu'il porte toujours. Et finalement, je veux dire, ça a craqué. Les Américains ont juste perdu leur sang-froid. Trump a perdu son sang-froid. Vance a perdu son sang-froid. Et je pense que cela a conduit à cela. Donc je pense que vous avez tout à fait raison. Ce que Trump veut faire, c'est mettre fin à la guerre en Ukraine. Non pas principalement parce qu'il se soucie de toutes ces personnes qui meurent. Il le fait, j'en suis sûr, dans une certaine mesure. Je veux dire, rendons-lui justice. Mais nous avons vu dans son discours au Congrès quelles sont ses priorités. Il veut se concentrer sur les États-Unis. Il veut renforcer les États-Unis. Il veut avoir ses tarifs douaniers. Il veut avoir sa nouvelle Amérique éclatante qu'il envisage. Toutes ces choses, l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'Iran, sont toutes des distractions. Même la Chine, dans une certaine mesure, n'est pas aussi importante pour lui qu'elle l'est pour certaines personnes de son administration. Donc, il veut juste mettre fin à cette affaire en Ukraine. Et ce qu'il découvre, c'est que tout le monde autour de lui, les Britanniques, les Français, les Allemands, les Européens, les Ukrainiens, même dans une certaine mesure les Russes, ne le laissent pas faire. Et comme je l'ai dit, c'est pourquoi cela a éclaté. D'après la perspective de Zelensky, je comprends qu'il avait besoin d'une sorte de garantie de sécurité que les États-Unis ne veulent pas vraiment donner. C'est mon ressenti. Et il est frustré pour cette raison, je suppose. Juste une observation, vous savez, d'un point de vue de négociation, c'est clairement une réunion très importante pour lui, une négociation très importante. Je pense vraiment qu'il devrait avoir un interprète. Je pense qu'un interprète aiderait Zelensky de plusieurs manières. Premièrement, peu importe à quel point son anglais est bon, l'autre côté, c'est leur langue maternelle. Donc, il a un désavantage linguistique et ils sont 3 contre lui, seuls. Donc, avoir un interprète, je pense, aide simplement dans ce sens. Cela ralentit les choses lorsqu'il s'agit d'une situation très tendue. Cela ralentit les choses avec un interprète. Une autre chose est que s'il dit quelque chose, tout d'abord, il a encore le temps de le regretter. Il pourrait même dire à l'interprète « D'accord, passe ma dernière phrase, ne traduis pas ça. » Et si quelque chose a été traduit et ne s'est pas bien passé, il peut toujours en rejeter la faute sur l'interprète. Vous voyez, je n'ai jamais été interprète professionnel, mais j'ai fait de la traduction dans des négociations commerciales. Et en tant qu'interprète professionnel, tout le monde sait que vous serez parfois blâmé, peut-être injustement, mais cela fait partie du contrat, cela fait partie du travail. Donc je pense vraiment que c'est une erreur pour lui de ne pas avoir d'interprète. Qu'en pensez-vous? Vous avez absolument raison à ce sujet. Je m'arrache les cheveux de ne pas y avoir pensé et de ne pas l'avoir dit avant, car vous avez tout à fait raison. J'ai participé à des négociations, et même lorsque les gens parlent la langue de l'autre, il est toujours préférable de travailler avec des interprètes, surtout dans les négociations de haut niveau. En fait, l'autre grand avantage de travailler avec un interprète est que, précisément parce que cela ralentit les choses, cela vous donne le temps de réfléchir à votre réponse. Vous ne vous précipitez pas pour dire des choses que vous ne voulez pas dire. Vous avez entièrement raison.
C'est encore une fois symptomatique de l'arrogance de Zelensky qu'il puisse simplement entrer dans une réunion et parler dans une langue qui, comme vous le dites justement, n'est pas vraiment la sienne et qu'il ne maîtrise que partiellement, et penser qu'il peut d'une manière ou d'une autre l'emporter contre des locuteurs natifs anglais qui le surpassent numériquement. Je veux dire, c'est, vous savez, parfois, Sophia, énoncer l'évidence est tellement brillant. Vous avez probablement vu la lumière s'allumer au-dessus de ma tête, parce que vous avez absolument raison à ce sujet. Je ne comprends pas comment je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, je n'ai vu personne d'autre faire ce point. Mais je pense que c'est absolument correct. Je ne pense pas que Zelensky écoutera ce conseil non plus. Il n'utilise jamais d'interprète lorsqu'il parle aux gens en anglais. Eh bien, nous avons vu le résultat vendredi. Et souvenez-vous, en avril dernier, il a eu un appel téléphonique avec Xi Jinping. Un détail est que la Chine a fourni un interprète russe. Je ne pense pas que la Chine ait fait cela pour envoyer un message ou quoi que ce soit. Je pense que la Chine comprend simplement à quel point il est important de saisir exactement l'essence de ce qu'il essaye de dire. Je pense que c'est la raison. Donc, vous avez tout à fait raison. Puis-je juste dire autre chose? Bien sûr, je me souviens que nous avons déjà eu une discussion à propos de cet incident, mais une chose que je n'avais pas réalisée et appréciée, ce qui jette cette décision chinoise sous un jour encore plus intéressant, c'est que la langue maternelle de Zelensky est le russe. Il a été élevé en tant que locuteur russe, pas en tant que locuteur ukrainien. Jusqu'à il y a 5 ans, il ne parlait pas ukrainien. En fait, j'ai maintenant parlé à plusieurs personnes qui sont ukrainiennes, et elles me disent toute la même chose. Ils parlent très mal l'ukrainien. Donc, lorsque vous êtes dans une discussion de haut niveau avec le leader de la Chine, vous devez parler clairement et bien dans votre propre langue, la langue dans laquelle vous pensez, ce qui pour Zelensky est le russe. Donc les Chinois le savaient probablement. Je suis sûr qu'ils le savaient. Bien sûr, ils auraient su cela. Et il était donc tout à fait logique pour eux de lui fournir un interprète qui parlait sa propre langue, qui est le russe. Oui, et la diplomatie est tellement nuancée, n'est-ce pas? Il est donc important que les gens comprennent chaque mot, n'est-ce pas? Ne rien mal interpréter, vous savez, dans aucune phrase. Donc Zelensky, il a besoin d'avoir de meilleurs, je ne sais pas, de meilleurs conseillers autour de lui ou quelque chose comme ça. Mais peut-être, comme vous l'avez dit, il pourrait ne pas écouter. Donc d'accord. Eh bien, absolument. Puis-je juste dire, je veux dire mon père, quand il allait en Chine, faisait du travail culturel là-bas. Il rencontrait des responsables chinois à la maison d'hôte d'État, que nous appelons Diaoyutai en anglais. Donc vous voyez ce que je veux dire. Mais il les rencontrait là-bas. C'était des réunions de haut niveau. Les responsables chinois avec lesquels il travaillait parlaient tous anglais. Mais au moment des négociations, il parlait toujours chinois et les menait par l'intermédiaire d'interprètes, précisément pour cette raison. Il parlait bien anglais, mais il parlait aussi grec, et il y avait des interprètes. Donc ils avaient une langue commune. Ils étaient très très prudents pour parler dans leur propre langue, sans essayer de le faire dans l'autre. Et comme vous l'avez absolument bien dit, dans les discussions de haut niveau, vous devez être très prudent avec ce que vous dites. Vous devez être très très précis et très prudent. Et dans le cas de Zelensky, comme il comprend l'anglais, cela lui donne en fait un avantage car lorsqu'il parle, il comprend. Quand il parle, eux ne comprennent pas, n'est-ce pas? Donc, cela joue en sa faveur. Absolument. Correct. La question des terres rares est un peu déroutante pour moi. D'accord, comme vous l'avez dit, il a déjà promis aux Britanniques puis aux Américains.
Mais il y a des rapports qui disent que le US Geological Survey n'en trouve pas. Ils n'ont aucun enregistrement des terres rares. Alors l'Ukraine a-t-elle des terres rares ou non? Je ne suis pas claire à ce sujet. Eh bien, un de mes amis russes m'a dit que les enquêtes soviétiques qui ont été réalisées, souvenez-vous, il y a 80 ou 70 ans, quand c'était une partie de l'Union soviétique, ont montré que les soviétiques, qui étaient de très très bons géologues, n'ont pas trouvé de terres rares en Ukraine non plus. Elles n'existent pas. Je veux dire, c'est l'autre absurdité de toute cette affaire, qu'à l'instar d'un escroc typique, il vend ce qu'il n'a pas. Vous savez, comme les gens qui vendent la Tour Eiffel ou le Tower Bridge ou quelque chose de ce genre. C'est ce que fait Zelensky. Il a vendu quelque chose aux Britanniques et il le vend à nouveau aux Américains. Donc il n'y a aucune réalité à cela. Maintenant, il y a un autre dicton qui dit que s'il y en a, ils sont probablement en Ukraine de l'Est où la Russie les a emmenés. Et la Russie en a aussi parlé, disant qu'ils les ont. Alors est-ce le cas? Si, disons, l'Ukraine de l'Est a les minéraux ou les terres rares ou autres, et maintenant les Russes disent « D'accord, développons-les ensemble. Et si vous le faites, vous reconnaissez en quelque sorte que la Russie est maintenant aux commandes. C'est un territoire russe. Ou, du point de vue des Ukrainiens, oui, nous les avons. Mais ils sont là occupés par les Russes. Donc, si vous allez développer avec nous, vous devez vous débarrasser de la Russie. Est-ce ainsi qu'ils jouent le jeu maintenant? Eh bien, ils jouent le jeu. Mais je pense que je devrais expliquer un peu de contexte ici, surtout pour nos téléspectateurs en Chine. À savoir qu'en fait, et j'en suis conscient, parce que je suis l'actualité russe, il y avait déjà une grande réunion prévue de longue date. Les Russes adorent organiser ces grandes réunions publiques à Moscou, où toutes les personnes, des géologues aux mineurs, se réunissent. Et Poutine s'adresse à eux. Il parle des terres rares et de l'importance de développer une industrie pour traiter les terres rares et de le faire en Russie. Tout cela fait partie du renforcement de l'économie et du développement de la Russie. Cet événement a eu lieu et les Russes adorent faire cela. C'est très différent des Chinois, mais les Russes doivent toujours en parler en public avant de lancer un plan. Donc, ils l'ont fait. Et, bien sûr, tout cela est tombé précisément au même moment où les Américains et les Ukrainiens parlaient des terres rares. Le sujet a ensuite été abordé, et il n'est pas clair par qui, entre les Américains et les Russes, parce que, vous savez, Trump voulait apparemment les terres rares d'Ukraine. Et puis il s'est tourné vers les Russes et a dit « Eh bien, qu'en est-il de vous? Avez-vous des terres rares ?» « Oui, nous en avons beaucoup. » Et puis il a proposé cette réunion à Riyad. Et les Américains ont alors commencé à évoquer toute cette affaire de lever des sanctions. Alors le grand chef des investissements de Poutine, un homme appelé Dmitriev, est venu et ils ont eu leur réunion. Mais personne à Moscou ne prend cela au sérieux. Personne à Moscou ne croit qu'il y aura un jour un développement des terres rares et de toute cette technologie en Russie. Le but pour les Russes est d'atteindre la souveraineté technologique afin qu'ils développent toutes ces choses eux-mêmes. Et d'ailleurs, comme de nombreux Russes me l'ont fait remarquer, les terres rares ne sont même pas rares. Je pense que nous en avons parlé dans notre dernier programme. Elles ne sont même pas rares. Il y en a beaucoup aux États-Unis même. Le problème n'est pas de trouver ces choses, c'est de les raffiner, de les extraire et de les raffiner. Et c'est de cela qu'il s'agissait vraiment lors de cette réunion à Moscou. Et certaines personnes disent, en Chine, certaines personnes disent que les États-Unis essaient de faire croire que tout le monde a des terres rares afin de montrer à la Chine, vous voyez, vous interdisez ceci et cela. Mais les terres rares, vous savez, de nombreux pays en ont. Donc cela ne va pas être efficace.
C'est un peu un jeu comme ça. Peut-être qu'il y a un élément de cela, je me demande. Il pourrait y en avoir. Je veux dire, ce n'est pas impossible. Et je veux dire, c'est vrai. Mais ensuite, vous avez Trump qui, lors de sa rencontre avec Zelensky, au cours de cette réunion dans le bureau ovale, dit « Oh, vous savez, vous avez beaucoup de terres rares », ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, les Ukrainiens n'en ont pas. Nous en avons aussi, mais nous ne pouvons pas les développer à cause de tous ces écologistes qui nous en empêchent. Vous vous moquez de moi. Vous voulez vraiment que je croie ça? Quoi qu'il en soit, je veux dire, vous avez tout ça. Je veux dire, mon propre avis est que Trump a avancé avec cette histoire de terres rares pour 3 raisons principales. Premièrement, pour faire de l'argent pour ses amis. Avec Trump, il y a toujours un élément de cela. Deuxièmement, pour embêter les Britanniques. Ils ont conclu cet accord avec les Ukrainiens, donc il y a aussi un élément de cela. Mais troisièmement, pour voir si Zelensky signerait ce truc, car il s'est convaincu que c'est un signe de bonne foi de la part de Zelensky s'il signe cet accord, remettant à l'Amérique toutes les terres rares qu'il n'a pas réellement. Ce sera, vous savez, une indication pour les Américains qu'il est vraiment sérieux à travailler avec eux pour atteindre la paix en Ukraine. Donc c'est ce que je pense être dans l'esprit de Trump. Pas que Trump soit toujours un homme facile à comprendre, juste pour que vous le sachiez. Tu as raison, car en fait, si tu lis le texte de ce mémorandum ou peu importe, qu'il est censé signer mais qu'il n'a finalement pas signé, il y a un paragraphe qui dit « Tu sais que notre accord ne sera pas affecté par un accord tiers », ce qui, je pense, fait référence à n'importe quel pays européen, et en particulier, peut-être à la Grande-Bretagne. Je veux dire, c'est clairement à cela que ça fait référence. Je veux dire, puis juste dire que cet accord, vous avez été impliqué dans des négociations commerciales. Je vais rédiger des traités. J'ai étudié de nombreux traités, accords et contrats. Ce document faisait environ 2 pages. Oui. Documents farfelus. Je veux dire des documents absolument absurdes que j'ai jamais vus. Je veux dire, c'était juste essentiellement une liste de souhaits. Je veux dire, ça ne disait pas où ces choses étaient censées être, combien il y en a. Il n'y a pas de CAPEX. Il n'y a rien. Je veux dire, c'est rien. Pas de formule de prix. Aucune des choses que vous vous attendriez à voir dans un vrai document commercial de ce genre, même si ce n'est qu'un mémorandum d'intention ou quelque chose de ce genre. Je veux dire, je n'ai vu aucun des documents Paris-Sibérie de l'accord entre les Russes et les Chinois. Mais j'ai vu certains des contrats de Gazprom, par exemple, qu'ils ont fait en Europe auparavant. Et je veux dire, vous savez, même le document cadre original serait de cette taille. Et puis les autres, je veux dire, eh bien, ils compteraient des millions de pages. C'est comme rien de ce que j'ai jamais vu auparavant. En Chine, ils doivent secouer la tête d'étonnement quand vous les voyez comme ça. Alors, quelle est la suite? Parce que Trump a dit qu'il avait reçu une lettre de Zelensky. Il semble qu'il soit prêt à signer. Et il a également dit que les Russes sont intéressés par la paix. Je veux dire, la Russie est toujours intéressée par la paix. Donc y a-t-il Je ne vois tout simplement pas de terrain d'entente si la Russie insiste sur les 3 choses qu'elle voulait depuis le début. Je ne vois pas l'Ukraine céder sur aucune d'entre elles. Non, non, je ne pense pas qu'ils le fassent. Et je ne pense pas, je veux dire pour le moment, je ne pense pas que nous soyons plus proches de la paix, en fait. Maintenant, à propos de cette lettre, je n'ai pas lu la lettre elle-même, mais Trump en a cité des extraits dans son discours au Congrès. Et les citations étaient mot pour mot identiques à un post que Zelensky a publié hier sur son compte.
Et tout ce que je dirais à propos de ce poste, c'est qu'il ne contient aucune excuse, aucun signe de contrition. Il ne suggère en aucun cas qu'il s'est comporté de manière inappropriée lors de cette réunion de vendredi. Et les Américains cherchaient cela. Et il dit encore qu'il est prêt à signer cet accord. Mais dans le même paragraphe où il dit qu'il est prêt à le faire, il dit encore qu'il veut des garanties de sécurité, de toute évidence, de la part des États-Unis. Et j'ai remarqué ceci. Quand Trump a cité cette lettre, il n'a pas fait référence à cette section dans laquelle Zelensky parle des garanties de sécurité. Et puis, il y a quelques heures, comme vous l'avez probablement entendu, nous avons reçu des rapports indiquant que les Américains ont maintenant coupé les informations de renseignement à l'Ukraine. Il y a maintenant des rapports dans les médias britanniques, et je crois aussi dans les médias américains, selon lesquels Trump dit maintenant aux Ukrainiens, « Écoutez, ce n'est pas suffisant. Même si vous êtes prêts à signer l'accord maintenant, il doit être complètement renégocié. Nous devons recommencer depuis le début et il doit être plus orienté vers les États-Unis. De plus, nous n'allons pas changer notre politique tant que nous ne serons pas vraiment convaincus que vous êtes intéressés par la paix. » Il me semble donc que tout ce que font les Américains, c'est déplacer les poteaux de but. Même lorsque Zelensky essaie de se rapprocher un peu d'eux, et le fait de manière très peu enthousiaste, les Américains reviennent simplement en disant que ce n'est pas suffisant. Eh bien, je veux dire, c'est très simple. Pour moi, la Russie n'a rien promis parce que la Russie a insisté sur les 3 objectifs dès le début. Et tant que les Russes ne s'arrêtent pas, je ne vois pas comment ils peuvent accomplir quoi que ce soit avec l'UNWA ou avec l'Amérique. Je ne vois tout simplement pas comment cela fonctionne. Correct. Je veux dire, les Russes continuent d'avancer. Ils capturent plus de positions ce matin. Ils gagnent toujours. Il y a un rapport du chef adjoint du renseignement ukrainien qui dit que les Russes s'attendent à augmenter la taille de leur armée de 300 000 hommes supplémentaires cette année. Leurs industries militaires tournent à plein régime. Ils ne sont pas sous pression pour négocier et faire des concessions majeures, donc ils ne vont pas le faire. Je veux dire, ils vont s'asseoir et négocier. Je ne dis pas qu'ils sont complètement inflexibles, et cela est passé complètement inaperçu. Mais la Russie, les Russes ont également rencontré la Chine et le Brésil. Vous savez, le groupe des Amis de la Paix, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui ont leurs propres idées sur la façon de mettre fin au conflit en Ukraine. Donc, je ne dis pas qu'ils seraient complètement inflexibles, mais ils ne vont pas faire de grandes concessions aux Américains, et ils ne vont pas non plus faire de grandes concessions aux Ukrainiens. Un point que j'ai souvent souligné, encore une fois, je pense dans ces programmes, c'est que les Chinois comprennent probablement cela mieux que certains Européens et Américains. Trump ne cesse de répéter que la paix devrait arriver le plus vite possible, qu'elle devrait arriver rapidement. Et tout cela communique aux Russes qu'il est impatient de faire la paix. Il est impatient de faire la paix en Ukraine. Et cela donne aux Russes un levier sur lui, parce qu'il fera probablement des concessions pour y parvenir. Oui, cela ne me semble pas que la Russie le fasse parce qu'elle réussit bien sur le champ de bataille. Donc, la Russie a actuellement l'avantage. Correct. Et la Russie et la Chine, Shoigu a visité la Chine et a rencontré Xi Jinping. Et la dernière fois que nous avons parlé de Poutine, Xi Jinping avait passé des appels téléphoniques. Alors, comment interprétez-vous tout cela? Que se passe-t-il là-bas? D'accord. Je vais vous dire ce que je pense qu'il se passe en ce moment. Évidemment, c'est mon opinion personnelle, mais j'en suis assez sûr. Encore une fois, connaissant la façon dont les Russes fonctionnent,
Il est évident que les Russes informent la Chine des discussions avec les Américains. Et je pense que, du point de vue russe, c'est dans leur intérêt national. Ils ont besoin de maintenir des relations solides avec la Chine. Mais je pense que cela va en fait au-delà de ça. Je pense qu'ils ne se contentent pas d'informer les Chinois, mais qu'ils demandent probablement à la Chine s'il y a quelque chose qu'ils veulent qu'ils abordent dans les négociations. C'est pourquoi Shoigu est allé à Pékin. Si c'était juste les Russes qui donnaient un briefing aux Chinois, cela aurait pu être fait par téléphone. Mais le fait que Shoigu se rende à Pékin, rencontre Wang Yi et Xi Jinping, signifie que les Russes élaborent essentiellement avec les Chinois leur stratégie de négociation, expliquant aux Chinois ce qu'ils pensent que la Russie doit proposer, et demandant aux Chinois si cela leur convient. Voulez-vous que nous modifions cela ici? Voulez-vous que nous fassions cela là-bas? Je pense que c'est ce que font les Russes. Et encore une fois, d'après ce que je sais de la façon dont les Russes fonctionnent, c'est exactement ce qu'ils feraient. Mais honnêtement, je ne sais pas. Que peut faire la Chine, cependant? Je veux dire, tant que les Russes insistent sur ces trois objectifs, auxquels l'Ukraine ne consentira pas, que peut faire la Chine? Que peut-on faire? Exactement. Parce qu'il est clair que les Américains poursuivent des objectifs plus grands que simplement régler le conflit avec l'Ukraine. Les Américains ont dit, par exemple, qu'il semble que nous savons, d'après le compte-rendu de l'appel entre Poutine et Trump, que les Américains ont abordé ce sujet. Je savais qu'ils le feraient. J'avais anticipé que les Américains demandent aux Russes d'aider à la médiation entre eux et l'Iran. Donc c'est une chose qu'ils veulent discuter. Il y aura probablement toutes sortes de questions économiques. J'avais une source qui me donne des informations sur des sujets qui ont été discutés au sein du Parlement russe. Et les Américains sont préoccupés apparemment dans les discussions sur le statut global du dollar et sur la question de savoir si les BRICS se dirigent vers la création d'une monnaie alternative au dollar, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais les Américains ont même évoqué la possibilité qu'ils aimeraient pouvoir participer eux-mêmes à ces nouvelles structures financières que les BRICS créent. Et bien sûr, la Chine est absolument centrale à tout cela. Donc, avant de négocier sur l'une de ces questions, les Russes ont absolument besoin de connaître les points de vue de la Chine, parce que quelque chose, et vous savez, encore une fois, les Chinois doivent peut-être comprendre cela. Les Russes, pour les Russes, la plus grande erreur qu'ils ont commise dans leur politique étrangère, selon leur propre dire, a été la querelle avec la Chine à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Parce qu'à cette époque, si l'on regarde les origines de cette querelle, il y avait de nombreuses raisons à cela. Mais la principale était que la Chine avait l'impression, ce qui, soit dit en passant, était absolument correct, que l'Union soviétique privilégiait les relations avec l'Occident par rapport à l'alliance avec la Chine. Donc les Russes ne veulent plus jamais que cela se reproduise. Ils ne veulent pas se retrouver à nouveau dans une situation où ils ont un différend avec la Chine, le plus grand pays à leurs frontières. Un journaliste russe, dans l'une de nos émissions sur le Durand, Fyodor Lukyanov, a dit que pour la Russie, il est impératif d'avoir de bonnes relations avec la Chine. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir encore une fois une querelle avec le plus grand pays à notre frontière. Je veux dire, ce serait insensé. Donc, ils ne veulent rien faire que les Chinois ne soient déjà informés et sur lequel les Chinois n'aient pas déjà exprimé une opinion. C'est pourquoi Shoigu est allé à Pékin. Et il y aura beaucoup d'autres contacts et communications, probablement de nature à ne pas nous être communiqués.
Et aussi, les Européens ont eu une réunion d'urgence, je suppose, un sommet à Londres, après la réunion catastrophe de vendredi. De quoi discutent-ils et qu'ont-ils accompli lors de cette réunion? Quelque chose? Eh bien, rien. Je veux dire, vous m'avez posé des questions sur les Russes et les Chinois. C'est littéralement, comme on dit en anglais, du sublime au ridicule. Je veux dire, ils convoquent cette réunion et proposent exactement le même plan. Des casques bleus européens en Ukraine, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, que les Russes ont déjà rejeté, soutenu par les Américains, ce que les Américains ont déjà rejeté. C'est un exemple classique de faire la même chose encore et encore en espérant un résultat différent. Voilà ce que font les Européens. Mais bien sûr, les Européens sont en état de choc. Tout d'abord, il y a un véritable chagrin à travers l'Europe que leur projet bien-aimé, l'Ukraine, ne fonctionne pas. Mais bien sûr, la grande crainte des Européens, et elle existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est que les Américains et les Russes parviennent à un accord bilatéral sur l'avenir de l'Europe et que les Européens soient laissés de côté. Ils ne participeront pas à ces discussions. Les Européens sont donc désespérés de s'impliquer dans ces discussions pour essentiellement les façonner ou, si possible, les arrêter. C'est pourquoi ils organisent tous ces sommets, pourquoi ils soutiennent Zelensky et pourquoi ils critiquent secrètement Trump, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Ils essaient essentiellement de trouver un moyen de revenir dans cette négociation. Je trouve que les Européens maintenant, si vous regardez la Chine jusqu'à présent, à part être informée, n'a rien fait, n'est-ce pas? Ils s'en tiennent à l'écart. Les Européens ne peuvent-ils pas aussi s'en tenir à l'écart? C'est un point que les Russes ont soulevé. Écoutez, nous avons des discussions, nous avons des conversations bilatérales avec les Américains. C'est notre droit souverain, c'est le droit souverain de l'Amérique. Pourquoi pensez-vous avoir droit à une place à la table? Pourquoi deux pays ne peuvent-ils pas se parler? Pourquoi pensez-vous devoir être là? Il est important de dire que les Américains et les Russes parlent de beaucoup de choses bilatérales, comme nous venons de le discuter. Et c'est, comme je l'ai dit, pourquoi les Russes veulent parler aux Chinois. Ils ne disent pas aux Chinois, nous voulons que vous participiez aux prochaines discussions, mais ils informent les Chinois. En même temps, les Américains et les Russes ne négocient pas directement un règlement de paix concernant l'Ukraine. C'est un malentendu que beaucoup de gens ont. Ce qui est discuté, c'est la mise en place de négociations entre la Russie et l'Ukraine afin de travailler vers la paix, et non pas que les Américains et les Russes règlent le conflit entre eux au-dessus de la tête de tout le monde. Alors pourquoi les Russes et les Américains ne devraient-ils pas se parler? Maintenant, les Russes disent, si vous voulez vous impliquer dans les discussions, c'est très simple. Vous décrochez le téléphone et vous nous parlez. Vous parlez aux Américains tout le temps. Pourquoi ne nous parlez-vous pas? Pourquoi n'envoyez-vous pas vos propres représentants ici à Moscou? Absolument, nous leur parlerons. Depuis le début, je pense que ce qui se passe, ce qui est arrivé entre l'Ukraine et la Russie, devrait être, je pense que les Européens ne devraient pas s'en mêler et les laisser discuter. Vous savez, les laisser régler cela eux-mêmes, et c'est essentiellement ce que dit la Chine. Vous savez, entre le continent et Taïwan, c'est notre affaire. Vous savez, c'est une question intérieure. Tout le monde devrait simplement nous laisser tranquilles. En Chine, il y a une chose appelée gouverner en ne faisant rien. Ce qui signifie que souvent ne rien faire est une stratégie. L'inaction en elle-même est une stratégie et pourrait être une bonne stratégie. Vous n'avez pas toujours besoin de faire quelque chose.
Je trouve que les Européens ont toujours l'impression qu'ils doivent faire quelque chose. Ils doivent, vous savez, sauter dans tous les sens et ils doivent être là d'une manière ou d'une autre pour faire quelque chose. Maintenant, ils ont eu une réunion. D'accord, maintenant nous avons une réunion. C'est une urgence. Mais ils n'accomplissent rien, n'est-ce pas? Oui, tu as tout à fait raison. En tant qu'ancien avocat, puis-je te dire que c'est le conseil que tu donnes le plus souvent à tes clients? Tes clients arrivent, ils sont très excités, ils sont très paniqués. Ils disent, regarde, un tel fait X, Y gagne Z. Tu sais, nous devons nous rencontrer, nous devons avoir des réunions, nous devons agir, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Et presque toujours, quand je dis presque toujours, 90% du temps, et ce n'est pas une surestimation, ton conseil est de ne rien faire, de ne rien dire, de laisser simplement ce qui doit arriver, arriver. Et cela ne peut vous faire aucun mal. Et à la fin, vous vous mettez dans une meilleure position. C'est exactement ce que font les Chinois. En fait, dans la mesure où les Chinois ont dit quoi que ce soit, ils ont dit, vous savez, nous sommes d'accord avec ça. Je veux dire, allez-y, Amérique, Russie, parlez-vous. Si vous pouvez trouver un chemin vers la paix en Ukraine, c'est merveilleux. C'est ce que nous avons essayé de faire. Alors pourquoi devrions-nous nous plaindre? C'est tout à fait correct. Mais bien sûr, en Europe, avec tous ces gens vaniteux, c'est impossible. Ils ne peuvent pas laisser faire. Ils ne peuvent pas s'asseoir, laisser les événements suivre leur cours, attendre et voir et agir au bon moment. Ils en sont tout simplement incapables. Autrefois, vous aviez des dirigeants en Occident qui auraient compris le point que vous soulevez, mais les dirigeants d'aujourd'hui ne le peuvent pas. Et bien sûr, au-delà de cela, il y a aussi un problème culturel plus profond, qui est que non seulement il est difficile pour les dirigeants de ne pas faire quelque chose, mais leur société et surtout leurs médias s'attendent à ce qu'ils fassent quelque chose tout le temps. Je veux dire, cette activité frénétique, il y a toujours de l'activité. Il n'y a jamais d'action réfléchie. Oui, les médias sont un gros problème. Je pense qu'ils veulent toujours que quelque chose se passe. Ils posent toujours ces questions très provocantes. C'est un gros problème. Trump parlait de quitter l'OTAN. Pensez-vous qu'il est sérieux? Oui, mais je ne pense pas que ce soit la chose qu'il priorise actuellement. Et je pense qu'il comprend. Il est important de ne pas sous-estimer les compétences politiques de Trump d'ailleurs. Je pense qu'il comprend que procéder avec cela est prématuré. Mais je ne pense pas qu'il aime les Européens. Je veux dire, pourquoi le ferait-il étant donné qu'ils ont rendu très évident qu'ils ne l'aiment pas? Je pense qu'il considère que les Européens sont essentiellement une bande de profiteurs de l'État-providence socialiste, venant toujours se plaindre aux Américains et demandant leur aide. Je ne pense donc pas qu'il aime beaucoup les Européens. Il ne l'aime évidemment pas. Il ne voit pas pourquoi l'Amérique devrait se donner tant de mal pour aider les Européens. Il a clairement indiqué qu'il ne croit pas que l'Europe fasse face à une quelconque menace de la part de la Russie. Donc je pense que s'il en avait la possibilité, il chercherait à quitter l'OTAN. Mais je pense qu'il réalise que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire aujourd'hui ou même demain. Il ressent probablement que si la relation avec la Russie est réglée, cela peut se faire discrètement en temps voulu. Quelqu'un dans les médias chinois a commenté en disant que les Européens avaient en fait une très bonne situation avant la guerre. Nous avons parlé du fait que les Européens bénéficiaient d'une énergie bon marché en provenance de Russie, d'une main-d'œuvre bon marché et bien sûr du marché chinois, mais aussi leur sécurité provenait de la protection des États-Unis. Ainsi, l'Europe tirait tous les avantages de ces trois grands pays et maintenant,
problems with all of them. Well, that is absolutely right. I wish someone Eh bien, would point this c'est tout à out, fait exact. that Europe J'aimerais que quelqu'un le souligne, que l'Europe s'est retrouvée dans une situation où elle entretient de mauvaises relations avec les trois grandes puissances. Elle refuse d'admettre qu'elle a fait quelque chose de mal. Elle insiste sur le fait qu'elle a raison sur tout. Elle agit comme si tous les autres étaient mauvais et méchants, et avaient trahi et fait toutes sortes de mauvaises choses. Ils ne veulent pas accepter que, vous savez, peut-être que l'Europe aurait pu gérer ses affaires d'une manière différente et meilleure. Mais voilà où nous en sommes. affairs in a different and better way. But there we are. The other thing, the Epstein. L'autre chose, le dossier Epstein a été publié. C'est une grande déception, cependant, je dois dire. Il est caviardé et caviardé. Que se passe-t-il? Pensez-vous que Trump n'est pas sincère quand il parle de publier les dossiers JFK, RFK et MLK? Vont-ils être les mêmes, simplement caviardés ou illisibles? Oui. Well, we'll just have to wait and see. Eh bien, nous devrons simplement attendre et voir. Je veux dire une chose qui me rend un peu optimiste avec les dossiers JFK, c'est que, évidemment, Robert Kennedy Jr. est membre de l'équipe de Trump. Trump team, Oui, exactement. the Trump cabinet, and I've never actually. Le cabinet Trump. Et vous savez, nous n'avons jamais eu de très bonnes conversations. Mais il me connaît, et je le connais. Et je connais ses opinions. Et nous avons des amis communs. Et je sais qu'il prend cela très très au sérieux, en effet, parce que c'est de son oncle et de son père dont nous parlons. Et il croit absolument qu'il y avait une sorte de conspiration. Donc il en est tout à fait sûr. Et il sera toujours une voix au sein de l'équipe Trump pour tout divulguer. To release everything, and I get the sense that we will gradually. J'ai l'impression que nous obtiendrons progressivement de plus en plus, mais ce sera une bataille à chaque étape. Et il est peut-être aussi important de se rappeler qu'à ce stade, beaucoup des documents les plus importants et critiques auront été détruits. Je veux dire, cela fait très très longtemps. Les gens détruisent des documents, et je sais que cela arrive, et les bureaucraties le font aussi. Même si nous passons par tout le processus, si chaque document qui existe est publié, et que toutes les rédactions sont supprimées, ce que je n'attends pas, d'ailleurs, il y aura encore beaucoup de questions sans réponse et encore beaucoup de lacunes. Unanswered questions and still lots of gaps. I mean, the Epstein one is really disappointing. Je veux dire, l'affaire Epstein est vraiment décevante parce qu'ils ont caviardé des informations qui sont déjà largement disponibles sur Internet et ils ne parlaient pas d'enquêter sur sa mort. Je pense que cela doit être enquêté. Il est clair qu'il ne s'est pas suicidé. Alors, qui est derrière ça? Oui. Et puis, ces enregistrements, il a beaucoup d'enregistrements. Qui est sur ces enregistrements? Que sont ces enregistrements, n'est-ce pas? Ils ne disent rien. What are those tapes, right? They don't Yes. say anything. Yeah. Mr. Epstein was a man of. Monsieur Epstein était un homme d'un mystère extraordinaire. Je veux dire, personne n'a jamais expliqué, tout d'abord, comment il est devenu si riche. C'est une question simple. Comment il est devenu aussi riche qu'il l'était? Et quand il est devenu aussi riche qu'il l'était? Parce qu'il était une sorte de petit trader de Wall Street un jour, et puis quelques années plus tard, il semblait être un semi-milliardaire. Comment ça s'est-il produit? Quand cela s'est-il produit? Can you explain to me Peux-tu what's m'expliquer going ce on qui se passe en Grèce? Il y a eu in beaucoup de manifestations assez importantes. Que se passe-t-il là-bas? De quoi parlent ces manifestations? What's going on there? What are those protests about? Yes, I mean Greece. Oui, je veux dire, en Grèce. La cause immédiate de la protestation était qu'il y a un an, il y a eu un gros accident ferroviaire. Beaucoup de gens sont morts et beaucoup de dégâts ont été causés. Les gens étaient très bouleversés et en colère à ce moment-là. Et il y a un sentiment que cela n'a pas été correctement enquêté, que les personnes responsables n'ont pas été tenues pour responsables. Donc c'est la cause immédiate de cela. Mais la cause sous-jacente est que la situation en Grèce n'est pas vraiment bonne. Je veux dire, si vous lisez les médias européens,
Ils vous parlent de cette économie en pleine reprise rapide et tout ça. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on ressent en Grèce. But that's not how it feels at all in Greece. In Greece, living standards have never recovered to... En Grèce, le niveau de vie n'a jamais retrouvé un niveau proche de celui atteint avant la crise financière de 2008. L'effet de l'austérité a été dévastateur. Le PIB est toujours en dessous des niveaux d'avant 2008. Il y a un sentiment généralisé que le gouvernement est très déconnecté et qu'il y a des niveaux extrêmes de corruption. Les gens se sentent très épuisés et très en colère, et cette question particulière a pris feu parmi eux. Les gens estiment que cet accident et l'échec à l'enquêter correctement et à tenir les responsables pour compte ne sont que le symbole d'une maladie plus profonde au sein de la société grecque. Mais il y a aussi beaucoup de manifestations en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Donc, la Grande-Bretagne traverse également des turbulences économiques, n'est-ce pas? Oui. Mais ne pensez-vous pas que les Européens devraient se réunir pour parler de l'économie? Vous savez, comment peuvent-ils relancer l'économie de tout le continent européen? Eh bien, en effet, j'ai soulevé ce point il y a quelques jours dans l'une de mes émissions sur ma chaîne, qui est pendant le sommet de Londres. Et j'ai dit, regardez, Keir Starmer a été au sommet de Paris. Il a visité les États-Unis. Il a maintenant eu le sommet dimanche. Il a passé toute la semaine dernière sur l'Ukraine. Quand dirige-t-il réellement le pays? Quand passe-t-il du temps à diriger le pays lui-même? Et en fait, dans les médias, on entend qu'il passe plus de la moitié de son temps sur la politique étrangère. Oh bien. Et c'est au milieu d'un pays qui traverse effectivement une récession où, encore une fois, le niveau de vie baisse. Je suis allé chez mon dentiste ce matin et elle m'a annoncé qu'elle émigrait. Elle m'a même dit le pays où elle va, elle part en Roumanie parce qu'elle trouve la vie en Grande-Bretagne insupportable. Et cela est arrivé à plusieurs personnes que je connais. Nous avons donc une situation très très mauvaise là-bas. Et notre Premier ministre, et c'est vrai dans toute l'Europe, ne se concentre pas sur nos problèmes domestiques. Il se concentre sur l'Ukraine, la menace de la Russie, la trahison de Donald Trump. Toutes ces choses sont très très éloignées des préoccupations réelles des Britanniques. Il y a un article très virulent aujourd'hui dans le Daily Telegraph par une journaliste que je n'aime pas du tout d'ailleurs, qui s'appelle Alison Pearson. Je veux dire, elle est très très à droite et je suis en désaccord avec elle sur à peu près tout. Mais elle fait exactement ce point. Elle dit, vous savez, dans l'endroit où je vis, mes amis sont en grande difficulté économique. Les entreprises locales ferment, les gens perdent leur emploi, tout cela. Et à la place, nous avons notre Premier ministre qui parle d'envoyer des troupes en Ukraine. Cela ne répond pas vraiment à nos problèmes, et les gens disent cela en France à propos de Macron. Ils vont commencer à le dire très bientôt en Allemagne à propos de Scholz, qui a proposé de nouvelles idées pour se débarrasser des freins à la dette et des choses de ce genre. Mais c'est un problème dans toute l'Europe, et vous avez tout à fait raison. La bonne chose à faire est sûrement d'examiner les problèmes sous-jacents en Europe et de commencer à les résoudre. Mais si vous faites cela, vous vous exposez alors à toutes sortes de questions. Les gens pourraient alors commencer à demander, eh bien, ne devriez-vous pas réparer vos relations avec la Chine? Ne devriez-vous pas avancer avec tous les investissements que la Chine proposait et commercer à nouveau correctement avec la Chine? Ne devriez-vous pas importer à nouveau du gaz russe? Ne devriez-vous pas faire toutes ces sortes de choses? Et bien sûr, c'est ce que les dirigeants européens ne veulent pas faire. D'accord, c'est un problème car cela reflètera l'échec de leur politique étrangère, n'est-ce pas? Absolument.
Que pensez-vous des Oscars? Je dois dire que je m'y intéresse de moins en moins. Autrefois, les Oscars étaient un événement majeur. J'invitais des amis, vous savez, et nous les regardions ensemble. Cette année, je ne connais même pas les films. Je ne suis même pas intéressée. Je suppose que le meilleur documentaire est un bon choix, No Other Land. Je pense que c'est un bon sujet. Mais à part ça, que pensez-vous des Oscars? But other than that, how do you feel about the Oscar? I'm absolutely bored by the whole thing. Je suis absolument ennuyé par tout ça. Gardez à l'esprit que ma tante était une actrice qui travaillait à Hollywood. Donc je veux dire, je devrais être intéressé, mais je ne le suis d'aucune manière concevable. L'autre chose à dire est que l'industrie cinématographique américaine, en termes de qualité des films qu'elle produit, n'est qu'une ombre de ce qu'elle était autrefois. Et elle n'a plus l'influence mondiale qu'elle avait autrefois non plus. Je veux dire, autrefois, les films produits par l'Amérique étaient regardés par tout le monde. Qui les regarde encore? Je veux dire, c'était Gladiator 2 ou Gladiator 3. Il est venu et a disparu sans laisser de traces. Presque personne n'était intéressé. Oui, c'est vrai. J'ai vu des commentaires disant que personne ne s'intéresse aux Oscars quand le prix des œufs est si élevé. Même Donald Trump l'a admis dans son discours sur l'état de l'Union. Mais bien sûr, il a blâmé Biden pour cela. Je ne sais pas exactement quel est le problème, mais nos œufs sont chers. Parfois, ils sont introuvables. Je ne peux même pas les trouver. Vous savez, c'est juste vrai. Nous avons eu le même problème en Grande-Bretagne, il y a quelques mois d'ailleurs. Les œufs étaient introuvables. Et mes enfants mangent beaucoup d'œufs. Donc pour nous, c'était un problème. Je mange beaucoup d'œufs. Vous savez, la plupart des familles le font. Je ne sais pas exactement quel est le problème. Il y a eu des moments où je ne pouvais pas les trouver. Mais bien sûr, plus tard, nous les avons vus et ensuite ils sont devenus beaucoup plus chers. Donc c'est... Oui, Trump doit faire quelque chose à propos de l'inflation. Je dois dire que s'il se concentre sur les problèmes intérieurs, il doit travailler. Je vois pas comment ça peut fonctionner avec ces tarifs élevés. Non, moi non plus. Donc c'est parce que vous pouvez voir que les prix ont augmenté partout. C'est vrai, oui. Il parle beaucoup de l'inflation dans son discours sur l'état de l'Union au Congrès. Mais encore une fois, vous avez absolument raison. Il prend des mesures qui semblent presque conçues pour aggraver la situation. Je l'ai déjà dit et je vais le redire. S'il veut faire baisser l'inflation rapidement, ce qu'il doit commencer à faire, c'est revenir sur toutes ces sanctions sur l'énergie russe. Si plus d'énergie russe circule plus librement dans le système énergétique mondial, les prix du pétrole baisseront et cela allégera une partie de la pression sur l'inflation. Je dis juste. Oui, et tous les tarifs et sanctions, je pense, ont tous contribué à la hausse des prix. Eh bien, c'est le cas. Je veux dire, quelqu'un m'a dit récemment que les sanctions affectent maintenant environ 30% du commerce mondial. Et chaque sanction, vous voyez, a un coût accumulé. Je veux dire, même si le commerce continue, les gens doivent se rembourser mutuellement, ou ils doivent payer une assurance plus élevée, ou ils doivent passer par des intermédiaires, où tout devient plus compliqué et donc plus cher. Je pense simplement que si je faisais du commerce international, cela doit être compliqué parce qu'ils imposent aussi des sanctions secondaires, n'est-ce pas? Et tant de pays sont sous sanctions. Comment peut-on même suivre? Vous savez, vous ne pouvez pas faire des affaires avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie, avec ceci et cela. Ça doit être un véritable cauchemar de faire des affaires aujourd'hui. C'est le cas. Eh bien, puis-je simplement dire, je veux dire, vous savez, je suis grec, donc j'ai quelques contacts avec le monde maritime. Je peux vous dire que c'est exactement là où se trouve le problème. Donc, vous savez,
Vous avez un navire. Il va, disons, transporter une cargaison de farine de Karachi, disons au Pakistan. Ensuite, vous devez vous inquiéter. Est-ce que l'entreprise avec laquelle vous traitez est connectée d'une manière ou d'une autre? Sont-ils peut-être liés d'une manière ou d'une autre à une entreprise pakistanaise qui commerce du pétrole avec l'Iran, expédiant du pétrole de l'Iran vers l'Inde ou quelque chose de ce genre? Auquel cas, vous risquez d'être pris dans des sanctions secondaires. Vous devez penser et vous inquiéter de toutes ces choses tout le temps. Et c'est un véritable cauchemar. Vous essayez de vous en protéger, vous essayez d'obtenir une couverture d'assurance, vous essayez d'en parler avec les autorités, et elles-mêmes, comme vous le dites très justement, n'ont aucune idée de ce qui se passe, parce que c'est impossible. C'est un véritable cauchemar. Cela a vraiment affecté le commerce mondial, exactement de la manière que vous avez décrite. C'est maintenant les États-Unis, je pense, qui brisent l'an. Ordre international fondé sur des règles, je pense. Eh bien, oui, absolument, car tout le concept de l'ordre international, fondé sur des règles, dont on entend toujours parler, aurait commencé avec les règles commerciales établies par l'Organisation mondiale du commerce. C'est apparemment de là que provient tout le langage sur l'ordre international fondé sur des règles. Qui les viole le plus? L'Occident. Comme la Chine le souligne à plusieurs reprises, il n'y a aucune autorité pour imposer des sanctions unilatéralement de toute façon. Et les sanctions secondaires? Absolument pas. Le seul organisme international qui a l'autorité d'imposer des sanctions est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU, en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Père Seth. Oui. Mais alors, vous savez, c'est chaotique partout à cause des États-Unis. Donc, d'accord. Très bien, nous verrons. Je veux dire, il me semble que je suis d'accord avec vous. Je pense que Trump aime le chaos. Il aime créer beaucoup de chaos parce qu'il pense pouvoir le contrôler et peut-être même accomplir quelque chose pendant le processus. Oui. D'accord, nous verrons, oui. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qu'il pense. Mais bien sûr, vous savez, il y a ce vieux dicton grec, celui qui pense pouvoir chevaucher la tempête, récoltera la tempête. Il faut être très très prudent si vous jouez à cela. Je veux dire, ce n'est pas du tout une stratégie sage. Oui, oui. Il crée beaucoup de chaos. Je veux dire, au niveau national aussi. Je veux dire, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, y compris le doji, ce qu'ils font. J'aime ce qu'ils font avec la UMC, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'ils font. Je sais pas, c'est très chaotique pour moi. Donc, nous verrons. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Oui, nous pourrons en parler davantage la prochaine fois. Merci beaucoup. D'accord alors. Passez une excellente journée. Rétablissez-vous. Passez une très bonne semaine. Au revoir. Au revoir.